Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Nous parlerons ce soir de l'Ukraine qui revient sur le devant de la scène politique, même si elle n'a jamais réellement quitté cette scène. Pourquoi cette question refait donc la une des médias et qu'est-ce qui a provoqué la colère aujourd'hui de Moscou d'autant plus que l'appui occidental, je le disais, en armes à l'Ukraine a été dès le départ très clair. Ce qui a changé la donne, c'est tout simplement la qualité des armes entrées en jeu dans cette guerre ukrainienne et qui menace de plonger le monde, attestent de cela certains observateurs, dans une guerre nucléaire. Il s'agit de ce qui est désormais appelé la crise des radars nucléaires. Nous allons tenter tout de suite de comprendre mieux ce qui se passe dans cette guerre d'Ukraine. Alors, pour en parler, nous accueillons Karel Verheyken, vice-président du parti politique Solidarité et Progrès. Il est avec nous en direct depuis Paris et par Skype. Monsieur Karel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, Badis Khnissa, analyste des questions politiques et internationales, mais également président du think tank Émergence. Badis Khnissa, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Alors pour commencer, monsieur, je vais le faire avec Badis Khnissa. De quoi s'agit-il? Pourquoi Moscou aujourd'hui réagit vertement à ce qu'elle appelle de provocation dangereuse de l'OTAN? Vous l'avez à juste titre, en tout cas, proposé dans votre introduction, notamment sur la nouvelle donne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si on revient dans la chronologie des 27 mois, notamment depuis le début de ce conflit en Ukraine, aujourd'hui, il est clair qu'il y a un regain d'abord de tension, mais il est dû en conséquence justement à cette effervescence de l'Occident, notamment des puissances occidentales, aux côtés de l'Ukraine, ou que je qualifierais aujourd'hui, où l'Occident est au chevet de l'Ukraine. Je m'explique. Parce que l'Occident aujourd'hui voit en ces victoires à répétition notamment, et puis surtout ce plan, cette contre-attaque géopolitique et militaire de la part de Vladimir Poutine vis-à-vis de tous les plans occidentaux qui les a fait déjouer, voit en ces victoires effectivement la chute imminente de l'Ukraine. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, et je pourrais m'expliquer plus tard sur les causes principales pourquoi aujourd'hui, le G7 s'attelle et vont debout au garde-à-vous pour justement pouvoir apporter des accords, notamment sur les 50 milliards, on pourra le développer tout à l'heure. Vous avez Biden qui essaye aussi tant bien que mal de sécuriser, verrouiller des prêts et des aides et surtout augmenter les sanctions. Vous avez aussi l'OTAN qui s'immisce dans l'équation. Donc autant d'acteurs et de belligérants externes au conflit qui essayent aujourd'hui de sauver le soldat ukrainien, mais surtout de sauver notamment les frontières, puisqu'ils accusent, en tout cas Vladimir Poutine, selon leur dire, de ce projet expansionniste. Et d'ailleurs, l'opération de Kharkiv était peut-être le point de bascule, le point de départ justement de cette effervescence qui s'explique partiellement ces raisons principales. Il y a aussi d'autres aspects, notamment sur une cause purement politique interne américaine. Il faut aujourd'hui comprendre que dans ces gesticulations, notamment de stratégie purement militaire, au-delà de l'armement et de l'aperfectionnement des armes, notamment occidentales, au profit de l'Ukraine, il y a aussi cette volonté à vouloir transférer la coordination de ces aides, notamment financières et militaires, vers l'OTAN et non plus vers les États-Unis, pour la bonne et simple raison, parce que nous sommes à la porte des élections au mois de novembre aux États-Unis et nous ne sommes pas à l'abri, en tout cas les États-Unis et l'OTAN et l'Occident, ils ne sont pas à l'abri de voir le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche quand on sait sa position et sa conception justement sur cette guerre, pas plus tard qu'il y a quelques jours avec une déclaration dans son réseau social personnel où il avait évoqué effectivement à quoi bon aider plus de 300 milliards, plus que l'Europe en tout cas, l'Ukraine, alors qu'un océan nous sépare. Oui, en tous les cas, il semble être plus ou moins réaliste sur certaines dépenses de la défense américaine. Karel Verheyken, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on a appelé désormais cette crise des radars nucléaires aujourd'hui? Que s'est-il passé pour que Moscou réagisse avec autant de colère? C'est parce qu'on vient en fait, comme l'orateur précédent vient de le dire, c'est-à-dire qu'on passe
on passe des lignes rouges, disons, on joue de plus en plus avec le feu, donc des choses qu'on pensait être des lignes rouges qu'on n'allait jamais dépasser, des types d'armements qu'on n'allait jamais donner, petit à petit, de jour en jour, on finit par les donner. Au début, on disait qu'on n'allait jamais donner des missiles, des missiles de croisière de longue portée, on n'allait jamais donner des avions, etc., etc. Donc là, petit à petit, on commence donc, il y a un effet d'entraînement, et donc il y a eu un certain nombre d'attaques de plus en plus intenses, d'attaques de drones qui ont été lancées donc à partir de l'Ukraine sur des bombardiers même de la flotte des bombardiers nucléaires russes. Donc il y a eu Armovir et Orsk où on a frappé donc directement des radars qui sont des éléments qui constituent donc les alertes précoces par rapport, ça n'a plus rien à voir avec en fait l'Ukraine parce qu'on est à plus de 1000 km, 1800 km à l'intérieur de la Russie. Ce sont des systèmes de radars qui font partie de la dissuasion russe. Et donc il y a un poker menteur, il y a un poker extrêmement dangereux où on dit on va prétendre qu'on est les plus forts alors qu'on ne l'est pas du tout en réalité. Et on espère que Poutine en fait, avec le bluff, qu'on va l'acculer à la capitulation. Alors que si vous étudiez la doctrine nucléaire russe, c'est clair que dès le moment où en fait il y a vraiment une menace existentielle pour la dissuasion russe et pour la survie de la Fédération de Russie, le président Poutine est tout à fait légitimement et légalement le droit de lancer une attaque nucléaire. Je peux vous dire deux mots, peut-être on peut revenir sur la conférence de presse qui vient d'avoir lieu hier. Peut-être vous en parlez maintenant ou après. Oui, on va y revenir justement, Karel Veriken, sur cette conférence de presse qui d'ailleurs a été au cœur de cette conférence, ce qui se passe réellement aujourd'hui entre cette crise entre Moscou et l'OTAN. Le problème d'Israël Nissa, c'est qu'on l'a vu pas plus tard que aujourd'hui, l'OTAN s'est réunie quand même à Bruxelles pour essayer de discuter avec ses alliances et les pays les ministres de la Défense donc, de l'OTAN pour essayer de voir de quelle manière ils pourraient venir encore davantage en aide sur le plan militaire à l'Ukraine. Alors, le ministre, certains ministres d'ailleurs, le suédois, a parlé d'une aide supplémentaire qu'ils allaient fournir l'Ukraine avec des patriotes. D'autres disent qu'il y a aussi la possibilité d'être fourni et nourri en Abrams. Et maintenant, on parle de 300 000 troupes ou membres donc, qui seraient mis à la disposition de l'Ukraine. Finalement, je veux dire qu'on est dans une logique de guerre et même d'affrontement direct avec ce qu'on appelle la menace russe en Ukraine et en Europe. Je pense qu'il y a deux facteurs très importants dans cette guerre. D'abord, la guerre des mots, la guerre des paroles, la guerre des postures également, et c'est ce qui fait magistralement l'Occident aujourd'hui à travers ses gesticulations, encore une fois, et ses manœuvres de stratégie, de tactique, notamment tant politique, économique, mais surtout aussi militaire, mais aussi cette guerre d'usure, c'est-à-dire à qui flanchera le premier. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Occident essaye tant bien que mal, depuis 27 mois, encore une fois, d'apporter une aide claire, mais qui ne voit pas d'ailleurs aujourd'hui les fruits, peut-être avec quelques apports d'armement et avec le changement d'approche, notamment avec l'utilisation des armes américaines contre des cibles russes et surtout sur le sol russe, qui est une nouvelle donne très importante, qui marque un tournant justement dans cette stratégie militaire de l'Occident et son soutien à l'Ukraine. Vous avez évoqué tout à l'heure les drones, vous avez évoqué aussi peut-être l'apport d'avions de F-16 qui est une première. Il y a aussi moins de restrictions, notamment des pays occidentaux et notamment européens, sur l'utilisation de leurs armes sur le sol russe. Tout cela s'explique aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, par le fait que Vladimir Poutine, dans la stratégie
patience, mais surtout aussi de mental et de caractère. D'ailleurs, il a évoqué que les Occidentaux ne connaissent pas encore le caractère et le mental russe. Moi, je l'avais dit au lendemain de ce début de conflit, j'avais expliqué que c'est une guerre d'usure, puisque est-ce que l'Europe et l'Occident sont prêts à revenir à l'âge de pierre? Je ne pense pas. La Russie, elle est prête à le faire, puisque effectivement, ils sont dans une espèce de conditions assez rudes depuis la chute de l'URSS. Donc, il y a aussi cette frayeur, cette crainte, d'ailleurs du propre aveu de Biden tout à l'heure, où il avait évoqué cette peur d'assujettir ou indexer l'Ukraine, et sera peut-être la prochaine fois dans son projet expansionniste d'autres pays, notamment y compris de l'Europe. Bien évidemment, on est dans des approches fantasmatiques, mais ceci étant, ce qui explique aussi pourquoi cette recrudescence, ce regain d'entraide. Nous évoquons aussi peut-être une première, et d'ailleurs c'est là où je dirais le paradoxe et l'incompréhensible prend tout son ampleur, à savoir le G7 qui essaye de conclure un accord pour apporter plus de 50 milliards de dollars de prêts garantis, un prêt garanti, écoutez bien, par les intérêts futurs des avoirs gelés, notamment de la Banque centrale russe par l'Union européenne, qui se chiffre à plus de 300 milliards. C'est-à-dire on prend l'argent russe pour financer l'armement et pour attaquer la Russie de l'autre côté. Donc c'est la boucle est bouclée, celle de la folie en tout cas. Donc il y a aussi un autre aspect, et non des moindres, j'ai expliqué tout à l'heure, la stratégie militaire de Vladimir Poutine paye, puisqu'aujourd'hui Kharkiv est au bord de la chute, et d'ailleurs c'est pourquoi aussitôt les États-Unis a exigé l'utilisation de ces armes assez performantes, il faut reconnaître, pour contrecarrer les missiles de croisière, mais surtout aussi l'aviation russe, qui est d'une performance technologique assez, en tout cas plus importante que l'armement ukrainien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme j'ai expliqué, vous avez évoqué l'OTAN et son apport aujourd'hui qui est beaucoup plus conséquent, mais il faut rappeler que l'OTAN est un géant titubant, est un géant au pied d'argile, faut-il le rappeler. Je reviens juste sur son mode de financement qui est basé sur les fameux 2% de PIB de chaque État membre. À ce jour, aucun ne s'est attelé, aucun n'a respecté cette règle. Donc comment demain essayer d'engager des pays à financer davantage et davantage, quand on sait que élection européenne oblige, certains pays maintenant sont fragilisés comme la France. Très bien, Badisran Nissa. Karel Vejerken, on parle de plus en plus de la nécessité de mettre fin à l'escalade de l'OTAN contre la Russie en Ukraine, qui entraîne justement le monde vers une troisième guerre mondiale. Est-ce que réellement il y a cette menace de guerre nucléaire ou d'un embrasement nucléaire aujourd'hui? Est-ce que cette menace est réelle? Est-ce qu'elle pèse vraiment aujourd'hui sur cette région et sur le monde? Cette menace, c'est tout à fait réel, dans la mesure que la Russie est la plus grande puissance nucléaire du monde et que c'est un conflit entre 4 puissances nucléaires, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie. Donc une fois, imaginons que demain, sous couvert de mercenaires ou directement la France envoie par exemple des formateurs pour opérer les nouvelles armes et les nouveaux avions qui arrivent, dont les Ukrainiens ne savent absolument pas se servir, et on n'a absolument pas le temps de les former pour piloter dans des conditions correctes ces avions. Imaginons que demain, il y a des frappes russes légitimes sur ces formateurs français, allemands ou d'autres pays membres de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on a des hommes d'État qui sont en train de penser quelle va être la suite? Il y a cette précipitation, on somnole, on marche comme des zombies dans un conflit où on est incapable de penser le jour d'après. Et c'est ça le danger, paradoxalement, c'est pas notre force, c'est notre faiblesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout des armées, comme l'orateur précédent vient de le dire. Donc, à ce moment-là, l'arme nucléaire, ça devient la seule arme qui va encore rester possible, surtout qu'il y a maintenant donc un fantasme sur l'arme nucléaire qui était initialement une arme de dissuasion dont on n'allait jamais se servir, y compris la Russie elle-même a fait des manœuvres maintenant avec des armes nucléaires tactiques. Donc il y a tout un fantasme, une illusion qu'on pourra éventuellement lancer des petites armes nucléaires
sans enclencher une guerre globale, finale, ultime, où l'humanité va simplement courir vers la mort. Oui, justement, vous avez assisté à une conférence qui a réuni pas mal d'experts, aussi bien américains que de nationalités donc étrangères. Il a été question de trouver une solution et de pouvoir aller vers une désescalade avant que la situation ne s'embrase et que on va vers quelque chose qu'on ne peut pas finalement contrôler par la suite. Karen. Oui. Oui, cette conférence, je pense vraiment qu'il faut voir que c'est vraiment un événement historique, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, c'est le National Press Club, le club de la presse le plus prestigieux du monde à Washington. Vous avez 3 très hautes personnalités de l'intérieur du système américain. Vous avez Scott Ritter, qui est un inspecteur général de l'ONU et qui est un officier du renseignement militaire des Marines. Vous avez le colonel Richard Black, qui a été à la tête de la division pénale du Pentagone, qui a été aussi sénateur d'État de la Virginie. Et vous avez donc le colonel Wilkerson, qui était le chef de cabinet de l'ancien secrétaire d'État Colin Powell. Donc ces gens-là, donc il y avait à peu près 180 journalistes du monde entier connectés. Il y avait 10 000 personnes qui ont suivi par Internet. Scott Ritter lui-même s'est fait confisquer son passeport parce qu'il voulait partir en Russie pour faire une tournée pendant 40 jours pour la paix, en tant que patriote américain, d'aller parler aux patriotes russes pour dire « Ok, il y a nos dirigeants, mais aussi nos peuples, et nous devons trouver les façons de nous parler, sinon ça va mal terminer. » Donc la question, c'est que, par exemple, Ritter aussi a dit les gens pensent que le moment où était le plus proche d'une menace nucléaire, c'est au moment de la crise des missiles de Cuba. Oui. Il dit c'est faux. En fait, c'est aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, au moment où il y avait la menace autour de cette crise des missiles de Cuba, la diplomatie fonctionnait, les gens se parlaient. Aujourd'hui, vous avez l'ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov, qui a été un spécialiste du contrôle de l'armement. Il est à l'ambassade, il attend un coup de téléphone pour discuter et personne, en fait, le téléphone, il n'y a aucun canal de discussion et c'est peut-être la chose la plus dangereuse. Son téléphone ne sonne pas, personne appelle les responsables russes pour avoir une discussion. Donc c'est extrêmement grave. Ensuite, il faut bien voir ce que la conférence de presse a souligné, c'est que qui a tous les traités de contrôle d'armement, y compris le nouveau START 2, les ABM, etc., tous ces traités-là ont été abolis, n'ont pas été renouvelés, non pas par la Russie, mais par les États-Unis. Et que la doctrine, comme je l'ai dit avant, c'est une doctrine avant de la dissuasion, qui à la fin de la guerre froide, il y avait même eu un effort pour réduire le nombre de têtes nucléaires dans le monde. On a gardé, il y a eu les néoconservateurs américains qui sont emparés de l'arme atomique comme un moyen de chantage pour imposer un pouvoir hégémonique sur le monde. Et petit à petit, cette doctrine de dissuasion est devenue une doctrine offensive où petit à petit, on commence à envisager une frappe préventive. Et même, il y avait l'idée de stationner des armes nucléaires en Ukraine sur les frontières avec la Russie. C'est une des raisons pour lesquelles la Russie est tellement irritée et opposée à l'idée que l'Ukraine puisse devenir membre de l'OTAN, parce qu'évidemment, ça leur laisse aucun temps de réaction. Si un missile nucléaire partait de l'Ukraine vers la Russie, évidemment, la dissuasion russe, elle était tout simplement inexistante. Donc il faut vraiment se mettre à réfléchir quels sont les intérêts et les préoccupations de sécurité mutuelle. Merci. Parce que nous sommes dans un monde des armes nucléaires et dans ce monde-là, la sécurité des uns, c'est la seule sécurité des autres. Oui. Donc on ne peut pas juste défendre la sécurité d'un seul contre les autres. Oui. Oui, allez-y, monsieur. Vous poursuivez votre idée, Karel. Oui. Alors... brièvement, pour qu'on puisse aller vers Badistre Nissa.
Oui, alors pour donner quelques portes de sortie, peut-être. Alors, on va revenir vers les portes de sortie. Vous les gardez tout de suite. On va revenir vers les portes de sortie, Karel. Juste le temps d'aller voir du côté avec Badis Nissa, justement. Badis Nissa, dites-nous, alors, on dit qu'on cherche l'apaisement. Depuis le début, on dit qu'on cherche l'apaisement pour l'Ukraine et qu'on est en train de défendre les Ukrainiens contre une offensive, une agression russe. Alors, 50 milliards, tenez-vous bien, la conférence donc de Bruxelles aujourd'hui des ministres de la Défense de l'OTAN a octroyé ou a fait la promesse de 50 milliards de dollars qui seront débloqués pour l'Ukraine. D'ailleurs, le ministre allemand des Finances était très réjoui puisqu'il disait dans ces termes sur Twitter que bonne nouvelle du G7, 50 milliards de dollars pour l'Ukraine. Pour lui, c'est une bonne nouvelle. La question pour nous, par contre, c'est comment vous expliquez ça, Badis Nissa, que cette volonté farouche de surmilitarisation de l'Ukraine par l'OTAN, est-ce que ce n'est pas pour empêcher justement toute tentative, quelle qu'elle soit, aussi minime soit-elle, de peut-être aller vers le dialogue et s'asseoir autour d'une table de négociation ? Vous avez raison, effectivement, il n'y a qu'à revenir sur justement la posture de l'OTAN et récemment avec les déclarations irresponsables, à savoir ce principe de légitime défense pour l'Ukraine à attaquer des cibles russes sous prétexte que c'est la Russie qui a attaqué la première. Donc c'est un glissement vers l'inconnu, bien évidemment, mais surtout aussi de la part d'une instance, une institution qui est censée être morale, et surtout qui est censée privilégier, prioriser la paix. Et d'ailleurs, parlons de paix, il y a le sommet de paix en Suisse, d'ailleurs, dans lequel le principal acteur et je dirais principal belligérant et qui est la Russie n'est même pas invité. D'ailleurs, la Russie avait décliné, oui, même si elle était invitée, puisqu'elle trouvait que c'était quelque part vraiment déplacé, je dirais, de parler de paix, alors que de l'autre côté, comme vous l'avez expliqué, il y a un déchaînement de financement et des salves de financement, notamment, vous l'avez évoqué, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, par rapport à ce prêt, mais pas que. On peut évoquer les 107 milliards de l'Union européenne à ce jour, on peut évoquer, oui, aussi les 60 milliards, notamment des États-Unis, il y a les 40 milliards aussi de l'OTAN qui sont promises, donc on est en train d'évoquer des centaines et des centaines de milliards. Mais pour quel résultat? C'est là, oui, où je pense la question est factuelle et centrale qu'il faudra soulever. Il faut rappeler que Vladimir Poutine, comme j'ai expliqué peut-être en introduction au début, en avance, c'est qu'il a déjoué toutes les sanctions et déjoué tous les plans de stratégie, notamment de l'Occident. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, au bout de 27 mois et au bout de quelques mesures de sanctions d'export et de propagande et surtout aussi de boycott et notamment des restrictions, la Russie se porte bien économiquement. La Russie, c'est aujourd'hui une augmentation de plus 2,8 points en tout cas de PIB, c'est 5,4% en matière de croissance. Le FMI évoque 3,6, des chiffres officiels. Donc la Russie a permis justement de mettre en place un système indépendant, notamment de paiement, hors ce qu'on appelle les monnaies toxiques, à savoir l'euro et le dollar pour la Russie. Elle est en train de créer une dynamique au sein du BRICS. Donc la Russie se porte bien, si vous voulez. En plus, en bonus, la Russie aussi a des victoires sur le terrain, en tout cas militairement, puisque le Donbass, comme j'ai expliqué, il y a l'offensive de Kharkiv, oui, mais bien évidemment, l'apport en matière de financement et d'armement, la Russie est consciente aussi que cela va attiser les tensions, mais surtout aussi va apporter une escalade en matière d'armement, puisque l'Ukraine ne se privera pas, en tout cas, d'abuser de cet avantage militaire. Vous avez évoqué tout à l'heure un point très important par rapport à la menace nucléaire, ou en tout cas l'utilisation du nucléaire. Oui. Votre interlocuteur avait évoqué effectivement la doctrine russe, mais il faut revenir à la déclaration de Vladimir Poutine lors du sommet de Saint-Pétersbourg, le sommet économique, où il avait été questionné sur justement cette menace nucléaire. Certes, il avait évoqué que cela n'est pas utile, puisque aujourd'hui la Russie, dans la configuration qu'elle est, en tout cas avec son armement, voilà,
multiplier par 20 sa production militaire ou son économie ambitionne à être dans le top 4 mondial des économies mondiales, n'a pas besoin d'utiliser le nucléaire. Ceci étant, au mois de mai, il y avait quand même des opérations dites des manœuvres militaires de tactique et notamment nucléaires non stratégiques, cela aussi pour répondre à la menace occidentale et notamment de l'aveu d'Emmanuel Macron qui évoquait la mobilisation de troupes sur le sol français. Donc, Vladimir Poutine aujourd'hui est serein, je pense, et il est aussi prêt de son propre aveu à pourquoi pas réviser la doctrine nucléaire pour sortir vers peut-être l'offensive comme ça a été évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup, Badi Srenissa. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques. Vous êtes également président de Think Tank Émergence. Merci à Karel Verheyken, vice-président du parti politique Solidarité et Progrès. Et désolé si on n'a pas pu aller jusqu'au bout, Karel, justement, par rapport à ces options de sortie de crise que vous voulez nous proposer. Bien sûr, on aura d'autres occasions pour le faire. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International.